et bonne année. Bonjour Ilana, bonjour, bonne année. Je vois que Nicolas est en pleine forme pour commencer 2025, ça va bien se passer. Et vous avez vu, il fait très bien votre publicité en tout cas, Christophe. Ah oui, formidable. Pour la mouche, il suffit d'observer celle qui vole au-dessus de certains hommes politiques. Alors écoutez, on commence l'année avec vous, Christophe, votre édito, comme chaque lundi matin. Et c'est vrai que l'année 2025 commence sur les chapeaux de roue, on peut le dire, il y a beaucoup d'actualités. Alors on va commencer d'abord par ce voyage peut-être en Syrie du ministre français des Affaires étrangères. Une poignée de main scrutée avec attention. Jean-Noël Barrot qui a rencontré le nouveau dirigeant syrien en présence de son homologue allemande. Alors il y a eu une petite polémique, on va en parler. En tout cas pour la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad, deux puissances occidentales se déplacent pour parler avec donc ce fameux Ahmed al-Chareh, le nouvel homme fort de la Syrie. Est-ce que c'était un voyage utile selon vous, Christophe ? Oui, c'était utile de réouvrir les représentations diplomatiques, utile de rencontrer le nouveau pouvoir syrien. Il ne faut pas laisser simplement la Turquie ou les États-Unis être l'intermédiaire de ce nouveau pouvoir, même s'il est kaléidoscopique, protéiforme, ce nouveau pouvoir. Et puis c'était surtout très utile d'avoir des rencontres avec le représentant des forces kurdes ou bien le représentant des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire aller voir ces minorités dont la France veut se porter garante dans le cadre de la réorganisation d'une Syrie qui pourrait être démocratique, en tout cas qui devrait être tolérante. Mais de ce côté-là, on peut avoir des doutes dans la mesure où tout ce qui se passe pour l'instant doit surtout nous maintenir en vigilance. Le pouvoir syrien qui s'installe a tout d'un futur pouvoir profondément islamiste. Et donc, on va avoir une république islamique en Syrie. On voit déjà des signes. Vous faisiez allusion à la polémique, parce que l'homologue de Jean-Noël Barrot, c'est une ministre femme, Annalena Baerbock. Eh bien, le nouveau patron de la Syrie a refusé de lui serrer la main. On sait aussi que les programmes scolaires sont en train d'être expurgés à grande vitesse. On voit bien que le contrôle de la société qui est en train de s'installer, c'est un contrôle islamiste. C'est pas du tout un contrôle respectueux des démocraties et non plus des minorités. Donc, on a toutes les raisons d'être inquiets face à l'installation de ce nouveau pouvoir syrien. C'est aussi pour ça qu'il fallait y aller, parce que rester loin, c'est pas la bonne solution. Mais alors justement, est-ce que la France a la bonne attitude vis-à-vis du nouveau pouvoir syrien ? Il faut dire les choses clairement, face à face, mettre des lignes rouges, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, et essayer de se faire des interlocuteurs avec lesquels on pourra faire passer des messages. À un moment donné, ce pouvoir va être confronté au principe de réalité diplomatique, économique, et donc il faut avoir les moyens d'établir un rapport de force sur ce terrain-là. Ce n'est pas en le rejetant, en boudant, en restant très loin qu'on peut avoir un moyen d'action. Vous savez, le général de Gaulle disait toujours « il faut vendre des armes et des avions aux pays que l'on craint, parce que ça permet de les tenir par les pièces détachées. Le jour où ils sont compliqués, le jour où ils font quelque chose qui ne nous plaît pas, on arrête la livraison des pièces détachées et leur matériel ne vaut plus rien. » C'était une vision assez cynique de l'histoire, mais c'est une vision qui peut être aussi considérée comme pragmatique. Oui, avoir des liens, c'est se préparer à de futurs moyens de pression. Et de ce côté-là, il faut discuter. Par ailleurs, tout n'est pas négatif dans les débuts de cette nouvelle Syrie. Le fait que le pouvoir, d'ores et déjà, s'ouvre aux organisations internationales, par exemple pour le contrôle des stocks d'armes chimiques, c'est plutôt un bon signe. Le fait que ce pouvoir multiplie les déclarations disant « nous ne voulons pas porter la guerre ailleurs, nous n'avons pas d'ambition géopolitique, la Syrie ne veut pas être le cœur, l'émetteur de forces terroristes », c'est un discours qu'on peut entendre. Alors il faudra vérifier dans les faits, mais il y a quelque chose qui s'établit. Bien entendu, le poids des États-Unis sera majeur, en direct et à travers la Turquie sur ce nouveau pouvoir. Il faut que l'Europe, il faut que la France puisse exister, et donc y aller, c'est utile. Et puis à côté de la Syrie, il y a le Liban. Ça permet aussi de repenser, de réarticuler la présence française au Liban, dans un Liban d'après la domination du Hezbollah et de l'Iran, même si évidemment le Hezbollah n'a pas perdu, loin s'en faut, toutes ses forces au Liban. Et on verra quelles sont aussi les relations entre ce nouveau pouvoir syrien et l'État d'Israël. Apparemment, des contacts ont lieu en ce moment. On verra, on suivra ces développements. Alors, on parle de l'actualité en Israël. Possiblement d'un accord de libération des otages. En tout cas, on sait que le chef du Mossad est attendu aujourd'hui au Qatar à propos d'un accord avec le Hamas. Est-ce qu'on ouvre un nouveau chapitre depuis le 7 octobre 2023, Christophe ? Oui, j'ai l'impression que la chute de Bachar el-Assad est géopolitiquement, mais aussi symboliquement, le dernier domino
d'une suite de dominos. Israël mettant à genoux le Hamas à Gaza après le 7 octobre, Israël faisant reculer le Hezbollah, donc l'Iran, au Liban, Israël tenant en respect les Houthis, donc l'Iran aussi, au Yémen, et Israël agissant en Syrie. Évidemment, l'action turque, l'action des rebelles a été décisive, mais Israël, dès les premiers jours qui ont suivi la chute de Bachar el-Assad, a mené un certain nombre de frappes en Syrie, a occupé ce qui était la zone tampon, et donc cette action militaire, elle est aussi le début de quelque chose. Oui, peut-être qu'on peut aller vers une forme de nouvel équilibre régional, de nouvel ordre régional en 2025, marqué aussi par l'arrivée de Trump au pouvoir. Peut-être aussi, parce que c'est en ces termes que se pose l'équation, peut-être que Benjamin Netanyahou, dans son calcul personnel politique, en vue des échéances électorales, normalement 2026, en vue aussi de ces échéances judiciaires, peut-être que Netanyahou considère que désormais, il a pris son maximum de bénéfices par la guerre et qu'il doit prendre maintenant du bénéfice, des assurances, des garanties, par le rétablissement de la paix, par la construction d'une négociation politique pour une sécurité durable, et donc, au passage, par la libération des otages, puisque ça serait le premier fruit d'un accord avec le Hamas. Peut-être qu'on est au début de quelque chose aussi dans la tête de Benjamin Netanyahou. Alors on revient à l'actualité en France. Demain, ce sera le 10e anniversaire de des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercacher. 10 ans, Christophe, se sont écoulés depuis ces attentats qui ont fait à Charlie Hebdo, en tout cas, 12 morts, dont 8 membres de la rédaction. Le journal satirique, on le rappelle, qui avait été attaqué pour avoir caricaturé le prophète Mahomet. Quelques jours après, une grande marche républicaine s'était organisée dans toute la France pour défendre la liberté d'expression. Depuis, le combat continue. Alors, est-ce que l'esprit Charlie, je suis Charlie, comme on l'a scandé dans cette manifestation, est toujours présent et toujours puissant, Christophe ? Il est toujours présent, mais il est moins puissant. Il a reculé dans de nombreuses directions, il a reculé sur de nombreux fronts, principalement le front politique. La classe politique était unie autour de Charlie en 2015. Même Mélenchon avait tenu des propos extrêmement fermes contre le fanatisme religieux lors des obsèques même de Charb, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, en disant de ce côté-là, ça s'est effondré. On a toute une gauche qui a rendu les armes et qui maintenant rampe devant l'islamisme politique pour des raisons électorales cyniques, on les a décrites 1000 fois, pour des raisons peut-être aussi plus profondes d'idéologie islamo-gauchiste. En tout cas, de ce côté-là, les murailles de protection de la démocratie et de la République se sont effondrées du côté gauche. Dans la société, c'est pareil. Il y a des pans entiers de la société qui aujourd'hui ne seraient plus Charlie, ou en tout cas serait Charlie sans peut-être se mobiliser comme ça avait été le cas il y a 10 ans. Je pense à tous ces sondages parmi l'opinion publique, mais surtout parmi la jeunesse, qui montrent qu'aujourd'hui, une partie de la jeunesse considère que Dieu, c'est plus important que les valeurs républicaines, que la liberté d'expression, qu'il ne faut pas choquer, que le droit au blasphème, c'est très contestable. Enfin bref, toute une partie de l'opinion qui s'est rangée à ce qu'on appelle d'un côté les accommodements raisonnables, c'est-à-dire l'esprit munichois, on cède au fanatisme, on cède à l'islamisme politique, et puis de l'autre, certains qui sont carrément convaincus que la loi de Dieu, que faire toute sa place à une république qui serait marquée par les forces de l'islam politique, c'est l'évolution naturelle et ça serait assez souhaitable. Donc il faut être encore plus vigilant et encore plus combatif qu'il y a 10 ans. Il ne faut pas rêver, on ne triomphera jamais des forces du mal. Encore plus vigilant et combatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, Christophe, concrètement ? D'abord, il ne faut rien laisser passer. Dès qu'il y a un propos, un tweet, une prise de parole contestable, critiquable, il faut mordre, il faut attaquer, il ne faut rien laisser passer. On le voit depuis quelques mois, depuis les élections européennes, la manière dont un personnage comme Rima Hassan occupe le haut du panier, occupe le balcon de la vie publique avec des déclarations sur les réseaux sociaux ou en public, on peut s'y habituer, on peut dire finalement une déclaration de plus. Non, il ne faut pas s'y habituer. À chaque fois, il faut se dresser, hurler et frapper. C'est là qu'il faut être vigilant et combatif. Il ne faut rien laisser passer. C'est la même chose quand il y a un tag dans une rue ou quand il y a une affiche d'otage arrachée ou quand il y a un propos complaisant. Il ne faut rien laisser passer. Il faut toujours signaler. Que personne ne puisse dire « vous ne nous avez pas prévenus ». Voilà, on prévient. Après, les peuples ont leur destin entre leurs mains. Si ce peuple veut se préparer au pire, veut se destiner au pire, il en paiera le prix, comme ça a été à plusieurs reprises le cas dans son histoire. Mais on peut l'empêcher encore.
Le reste de l'actualité, Christophe Barbier, c'est aussi ce procès qui s'ouvre ce lundi, le procès du financement libyen de l'ancien président Mouammar Kadhafi, de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est un procès qui va durer 4 mois, qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris. Alors qu'est-ce qu'on reproche? Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on reproche à l'ancien président? Ce que reproche la justice, en tout cas à Nicolas Sarkozy? La justice reproche à l'ancien président Nicolas Sarkozy d'avoir touché pour sa campagne présidentielle de 2007 des millions d'euros de la part du régime libyen de Mouammar Kadhafi, en échange d'une sorte de blanchiment international, de reconnaissance au niveau international. Alors, la justice a très peu d'éléments dans son dossier. Des documents qui, pour certains, ont été considérés par des experts comme des faux, des témoignages de personnages qui sont soit morts, parfois dans des conditions douteuses, soit emprisonnés en Libye. Rien de tangible. Pas d'argent, on n'a pas trouvé trace d'argent, à part quelques centaines de milliers d'euros de ci, de là, chez des intermédiaires, mais on n'a pas les sommes colossales qui ont été évoquées. Donc le dossier de la justice est très maigre. Néanmoins, il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens de l'accusation. D'abord, le fait qu'en effet, Mouammar Kadhafi avait été très bien traité par Nicolas Sarkozy, une fois élu président de la République, avant d'être renversé par l'alliance franco-anglaise en 2011 après le printemps arabe. Deuxième élément qui peut dire que Nicolas Sarkozy peut-être a des choses à éclaircir, c'est qu'il a beaucoup plaidé, Nicolas Sarkozy, pour que certains témoignages soient pris en compte, d'autres renversés. Il s'est beaucoup agité, par exemple, pour que Takieddine, un des intermédiaires, un des témoins, change d'opinion. Donc pourquoi il s'est autant agité s'il n'avait rien à se reprocher? Et puis enfin, il y a le fait que la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy, elle a coûté très cher, près de 40 millions d'euros. C'est l'affaire Big Malion, celle-là, elle est établie. Or, elle n'était pas plus longue et pas plus spectaculaire que la campagne de 2007. Alors, si la campagne de 2012 a coûté 40 millions, oui, peut-être que la campagne de 2007 a nécessité beaucoup d'argent, peut-être de l'argent libyen. Mais ce n'est pas avec des peut-être qu'on fait une certitude judiciaire. Il a droit, Nicolas Sarkozy, au bénéfice du doute. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. On n'a pas l'argent, on n'a pas des témoignages incontestables. Donc, c'est un procès qui semble très, très, très politique, et qui est dû notamment à l'agitation de certains médias. Et on peut citer l'incontournable Edoui Plenel, qu'on aurait pu citer aussi dans le procès précédent, dans le sujet précédent sur l'islamisme politique. Alors il nous reste 1 minute, Christophe, on va rester sur la scène politique. Le gouvernement de François Bayrou qui démarre l'année sous la menace d'une motion de censure. Au-delà du sort du Premier ministre, le RN et LFI sont à l'œuvre pour placer l'avenir du chef de l'État au cœur du débat public. Alors quel enseignement peut-on tirer de cette rentrée politique ? D'abord, François Bayrou n'a pas plus de marge de manœuvre que Michel Barnier. Il n'a pas une majorité plus solide. Il a devant lui le même écueil principal, réaliser un budget. Si Bayrou arrive à faire passer un budget avec la tolérance du RN, il pourra durer. Peut-être durer jusqu'en 2027, parce qu'après, tout le monde aura la tête à la présidentielle. Mais peut-être que le RN fera le choix du chaos politique, renverser Bayrou après avoir renversé Barnier pour essayer d'obtenir la démission d'Emmanuel Macron. Ça va dépendre aussi du sort judiciaire de Marine Le Pen. Sauf que le verdict pour Marine Le Pen, le jugement, c'est le 31 mars. Le budget, il sera voté avant. Donc le calendrier peut-être favoriser François Bayrou. Mais il devra être très prudent dans l'élaboration du budget. Surtout, ne pas braquer le RN. Le RN ne votera pas le budget. Mais il faut éviter que le RN vote une motion de censure s'il y a 49-3. Vraiment, Bayrou est assis sur un volcan. Un dernier mot pour terminer en 30 secondes. Christophe, vous souhaitiez rendre hommage à Claude Allègre. Cette disparition, on l'a appris, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin. Bien sûr, personnage très contesté pour une politique éducative qui avait beaucoup de vertus parce qu'il renversait un peu les tabous, et puis pour une attitude vis-à-vis du réchauffement climatique qui, elle, était beaucoup plus contestable. Je l'ai eu comme chroniqueur à l'Express et je peux vous dire que c'était pas de repos tous les jours. Mais c'était un iconoclaste, c'était un personnage qui pensait de travers, contre les certitudes, et ça faisait du bien. Avoir dit il faut dégraisser le mammouth, c'était quand même une phrase très très courageuse par rapport à l'éducation nationale. On manque de Claude Allègre dans la vie politique actuelle. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Jean-Christophe Froment.